Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier Pinault. Ça me fait très plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur le règlement sur les combustibles propres du gouvernement canadien, notre document mise en contexte et enjeu que nous allons vous présenter aujourd'hui avec Christophe Boucher, consultant en énergie, et moi-même, Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur d'énergie. C'est un rapport qui est disponible en ligne que nous avons coécrit avec Joanne Whitmore, qui ne participe pas aujourd'hui au webinaire, mais qui est une co-autrice du rapport avec nous. Je vais céder la parole tout de suite à Christophe Boucher et revenir par la suite pour ma partie dans le deuxième temps. Christophe. Merci Pierre-Olivier. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on vous propose pour ce webinaire au niveau de l'agenda, c'est un agenda en 3 parties. Première partie, une mise en contexte que je vais couvrir. Une deuxième partie qui va être plus focalisée, qui va revenir sur les opportunités et les enjeux liés à ce règlement. Pierre-Olivier va s'occuper de la partie 2. Et puis, on laissera une vingtaine de minutes pour une période de questions-réponses. Donc, voilà l'agenda. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une rapide introduction sur le RCP, donc le règlement sur les combustibles propres. Première chose à savoir, c'est une initiative du fédéral, du gouvernement fédéral, pour contribuer aux réductions d'émissions de GES au Canada. Le RCP est en réflexion, et on va dire dans les cartons du gouvernement depuis déjà 2016, et il se concrétise, se matérialise vraiment depuis ces derniers mois, avec notamment la publication d'un projet de règlement en décembre 2020, donc le 19 décembre dernier, qui a été publié dans la Gazette du Canada. Très concrètement, donc ce règlement il va viser les combustibles fossiles liquides uniquement. Initialement, le règlement visait plus large, donc il visait les combustibles liquides, gazeux et solides. Mais suite à l'annonce de l'augmentation du prix du carbone qui devrait atteindre jusqu'à 170 $ la tonne en 2030, le gouvernement a décidé de focaliser le RCP sur les combustibles fossiles liquides. Donc, on parle essentiellement de l'essence et du diesel. Donc, qui est visé? Tout naturellement, ça va être les fournisseurs de ces carburants-là, notamment essence et diesel, et plus particulièrement les raffineurs installés au Canada et les importateurs de produits pétroliers. Au niveau des exigences, ce qui va être demandé à ces fournisseurs de carburant va être de réduire de façon progressive les valeurs d'intensité en carbone de leur combustible. Ces exigences-là vont être pour un total d'une réduction de 12 grammes d'équivalent CO2 par mégajoule d'ici 2030. Donc, ça correspond à une réduction d'environ 13%, 13% de l'intensité en carbone. Autre chose à noter par rapport à ce règlement, au RCP, c'est qu'il y a actuellement des exigences minimales de biocarburants, donc de teneur minimale de biocarburants dans l'essence et dans le diesel et le mazout léger. Ces exigences-là vont être maintenues et vont être intégrées au règlement sur les combustibles propres. Donc, ça ne va pas disparaître, ce sera bien intégré au RCP. Et puis, où en est-on par rapport au déroulé de la mise en place du RCP? C'est un règlement qui est toujours en cours d'élaboration. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un projet de règlement qui avait été publié en décembre dernier. Le règlement définitif, lui, est prévu d'être publié d'ici la fin de l'année 2021. Et puis, la mise en application du règlement est prévue pour décembre 2022. Alors, une petite note pour préciser ici que les informations qu'on va vous partager, autant de mon côté que celui de Pierre-Olivier, ces informations reflètent ce qu'il y a dans le projet de règlement. Donc, il se peut qu'il y ait des changements, qu'il y ait des évolutions qui soient inclus dans le règlement définitif. Mais nous, on se base forcément sur ce qu'il y a actuellement dans le projet de règlement.
Donc voilà pour la petite introduction. Je vais maintenant prendre un petit peu de recul par rapport au règlement, essayer de le replacer dans son ensemble, et notamment par rapport, on va dire, à l'arsenal du gouvernement fédéral pour lutter contre les changements climatiques et réduire les émissions de GES au Canada. Donc le RCP figure parmi l'une des 4 principales mesures mises de l'avant par le gouvernement fédéral, avec bien entendu la tarification du carbone, qui correspond pour le Québec au SPED, le règlement sur le méthane et l'élimination progressive du charbon. Donc le RCP figure parmi ces grandes mesures du gouvernement fédéral. La particularité du RCP, et notamment par rapport à la tarification du carbone, c'est que le règlement vise en fait uniquement un secteur, qui est le secteur des transports. Et ça tombe bien, parce que c'est un des secteurs les plus gros émetteurs de GES au Canada. Et surtout, c'est un des secteurs dont les émissions ont fortement augmenté ces dernières années. On parle d'une augmentation de 30% des émissions de GES du secteur des transports depuis les années 2000, depuis 2000. Maintenant, en termes de contribution attendue du RCP aux réductions des émissions de GES, là, on parle de 20 millions. Là, je parle du petit graphique qui est sur la droite, là. 20 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc, c'est une réduction qui est attendue de par ce mécanisme de RCP à horizon 2030. Donc, 20 millions de tonnes pour donner un ordre de grandeur. L'ensemble des autres mesures prévoient de générer une réduction de 209 millions de tonnes. C'est quand même assez conséquent par rapport à l'ensemble des mesures. Ce qu'on a également ajouté sur ce petit graphique sur la droite, c'est la cible du Canada en 2030, qui correspond aux engagements du Canada dans le cadre de l'accord de Paris. Donc le fameux moins 30%, donc réduction de 30% des émissions de GES à horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2005, qui amènerait un volume d'émissions de GES de l'ordre de 513 millions de tonnes en 2030. Et ce que vous voyez également, c'est que le gouvernement du Canada a publié à la fin de l'année 2020 son plan climatique renforcé, qui prévoit de dépasser cette cible de réduction des émissions de 30% pour atteindre 503 millions de tonnes, à comparer aux 513 millions de tonnes du moins de 30%. Donc ça inclut l'ensemble des 4 mesures que vous voyez ici, dont le RCP. Ces dernières semaines, j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous ont écouté notamment Justin Trudeau parler de nouvelles cibles, mais il y a des surenchères de la part de beaucoup de gouvernements sur les cibles de réduction d'émissions de GES. Justin Trudeau, la semaine dernière, a parlé d'une nouvelle cible de réduction de 40 à 45% des émissions en 2030, toujours à comparer à l'année de référence 2005. Mais actuellement, on n'a pas encore de plan détaillé qui vient soutenir ces nouvelles ambitions. Donc, on a préféré pas l'inclure dans ce graphique ici. Voilà, donc là, c'était un dézoom, on va dire, du RCP pour vous montrer sa place par rapport aux autres initiatives. Maintenant, je vais revenir et détailler beaucoup plus le fonctionnement du RCP, avec tout d'abord 3 principes à connaître: les valeurs de base, les exigences de réduction, et puis le principe d'analyse du cycle de vie. Donc, commençons par les valeurs de base. En fait, ici, on parle de points de référence, de baseline en bon français, mais ce qu'on a voulu faire à travers le règlement, c'est qu'à chaque type de combustible est associée une valeur de base. Donc, vous le voyez dans le petit tableau à droite, l'essence a une valeur de base de 96 grammes. 96 grammes, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à la quantité de GES émis par unité d'énergie, ici pour 1 mégajoule.
Donc, l'essence a une valeur de base de 96 grammes équivalent CO2 par mégajoule. Ces valeurs de base, elles ont été calculées par Environnement Canada et elles ont été calculées sur la base de l'année de référence 2016. Donc, vous voyez qu'il y a une valeur de base pour chacun des types de combustibles. À partir de ces valeurs de base, le projet de règlement prévoit de réduire ces valeurs. Donc, je vous ai parlé d'une réduction de l'ordre de 13% en moyenne. Ça correspond à 12 grammes de réduction à horizon 2030, en commençant par une réduction de 2,4 grammes dès 2022, et après des réductions supplémentaires à chaque année de 1,2 grammes pour atteindre les 12 grammes en 2030. Donc, si on illustre ça avec le combustible essence, donc vous voyez sur la droite avec le petit graphique, on part d'une valeur de base de 96 grammes. L'exigence pour 2022 est de 93,6 grammes. Et puis, quand on arrive en 2030, l'exigence est d'une intensité carbone de 84 grammes. Quand on parle de 96 grammes, 84 grammes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une quantité de GES qui s'entend en fait tout au long du cycle de vie du combustible. C'est-à-dire que ce sont les émissions de GES qui sont émises à chaque étape du cycle de vie, que ce soit au niveau de la production de ce combustible ou même de l'utilisation finale de ce combustible. Donc, c'est vraiment de bout en bout. Voilà, alors très concrètement, une fois qu'on a maîtrisé ces trois notions de base, comment est-ce que ça va se passer? Les différentes parties vont utiliser un marché qui va permettre de créer et d'échanger des unités de conformité. Donc typiquement, les parties réglementées, qui est la boîte que vous voyez sur la gauche, vont devoir, donc les parties réglementées sont essentiellement les raffineries et les importateurs de produits pétroliers, vont devoir se conformer à chaque année et démontrer qu'elles rentrent en conformité avec le règlement à chaque année, soit en créant des unités de conformité ou en achetant des unités de conformité, alors en les achetant soit sur le marché à des parties tierces, soit en les achetant via un mécanisme de fonds aux fins de conformité. Ça, c'est la troisième petite boîte bleue que vous voyez en bas de l'écran. Donc, je vous ai parlé de parties tierces. Les parties tierces dans le règlement sont nommées parties non réglementées. Donc, le règlement va également permettre à des acteurs tiers de créer volontairement des unités de conformité et de les vendre sur le marché. Donc, ces parties non réglementées, pour donner des exemples, ça va être les producteurs et les importateurs de biocarburants, de gaz naturel, d'hydrogène, et également des opérateurs de bornes de recharge électrique. Sur le marché, le prix plafond pour 2022 va être de 300 $ par unité. Et quand je vous parle d'unité, une unité correspond une réduction d'1 tonne d'équivalent CO2. Donc, c'est ça une unité de conformité, c'est une réduction d'1 tonne de GES. Donc 300 $ par unité en 2022. Au-delà de ce marché, il y aura bien entendu en place des mécanismes de validation, de certification des gains pour s'assurer que le marché fonctionne convenablement. Voilà pour le marché. Je vais maintenant double-cliquer sur la création des unités de conformité. Alors, le règlement, le projet de règlement prévoit 3 façons de créer des unités de conformité en 3 catégories. La première catégorie correspond à la réalisation de projets qui visent directement à réduire l'intensité carbone des combustibles. Donc, on parle ici, par exemple, d'améliorer les procédés dans les raffineries ou des projets de captage, de stockage du carbone. Environnement Canada, pour cette catégorie 1, prévoit de mettre à disposition des méthodologies pour calculer ces réductions
d'intensité en carbone. Donc, pour chaque type de projet, il y aura des méthodes de calcul qui vont être mises à disposition pour pouvoir se mettre en conformité. Ça, c'était la catégorie 1 qui permet de créer des unités de conformité. La deuxième catégorie, c'est tout simplement la production et l'importation de combustibles à plus faible teneur en carbone. Donc, on pense ici à des combustibles solides, à des combustibles liquides comme l'éthanol ou le biodiesel, mais également à des combustibles gazeux comme le GNR ou l'hydrogène. Donc, là aussi, ces différents acteurs qui travaillent dans ces domaines vont pouvoir générer des unités de conformité et les vendre sur le marché. Et enfin, la troisième catégorie, elle correspond à des investissements dans des technologies de véhicules à faible empreinte carbone. Donc, des unités de conformité, ici, vont pouvoir être créées via la vente d'électricité qui elle-même va être utilisée dans des installations de recharge de batteries électriques pour alimenter bien entendu des véhicules électriques, par exemple, mais également de la vente d'hydrogène qui serait utilisée pour alimenter des véhicules à pile à combustible. Donc voilà, ce sont quelques exemples pour la catégorie 3 permettant de créer des unités de conformité. Donc j'ai fait le tour sur la mise en contexte. Je vais maintenant passer la main à Pierre-Olivier qui va revenir sur les opportunités et les enjeux qu'on voit par rapport au RCP et à cette nouvelle norme. Pierre-Olivier ? Merci Christophe. Je vais simplement compléter que, en plus de la vente d'électricité et d'hydrogène, comme c'est marqué sur la diapositive, là, la vente de gaz naturel et la vente de propane sont aussi, comme ils ont des contenus en carbone inférieurs par mégajoule au combustible pétrolier, vont aussi générer des unités de conformité, même si ce ne sont pas du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable. Donc, on a regardé le RCP, on a regardé une bonne partie des documents qui ont analysé les avantages, des inconvénients. Et donc, ce qu'on vous présente maintenant, c'est un peu une synthèse de différentes études et d'avantages et d'opportunités et d'enjeux qui sont liés au déploiement du RCP. Je vois aussi par ailleurs qu'il y a des questions là qui rentrent et on va évidemment avoir des questions, on va répondre à toutes vos questions ou à la majorité des questions dans la troisième période du webinaire. La principale étude d'impact du règlement sur les combustibles propres qui a été menée par Environnement et Changement climatique Canada. Donc, c'est l'étude d'impact qui est disponible sur le site web d'Environnement et Changement climatique Canada sur les différents coûts et avantages du RCP. Et donc, ils ont estimé que sur la durée de vie, les 20 premières années de 2021 à 2040, il y aurait des réductions cumulatives de 221 millions de tonnes et le 20 millions de tonnes en 2030 qui serait obtenu. Eh bien, ça, c'est pour l'année 2030. En 2030, on aurait 20 millions de tonnes de réduction de gaz à effet de serre grâce au RCP. Et donc, ils ont calculé dans cette étude d'impact-là un coût pour la société de 20 milliards. Et quand vous voyez, après, entre parenthèses, c'est évidemment des études d'impact qui ont certains scénarios et selon les scénarios qui sont choisis ou certaines plausibilités, il y a un intervalle qui est donné avec une valeur médiane, une valeur moyenne qui est prévue de 20 milliards de dollars. De la même manière, le 20 millions de tonnes, c'est la valeur moyenne prévue. Il se pourrait qu'on ait un peu plus ou un peu moins. Ce qui nous donne un coût par tonne de réduction de 94 $, ce qui est évidemment plus élevé que le coût du carbone aujourd'hui. Le coût du carbone fédéral, il est de 40 $ la tonne. Dans le cas du Québec, on va le savoir aux prochaines enchères de mai, mais aux dernières enchères de février dans le marché du carbone, la tonne de carbone se transigeait à environ 23 $. Donc, on a un coût par tonne qui est plus élevé que le coût actuel, mais évidemment, là, il faut voir que dans la durée, ça va coûter de plus en plus cher de réduire des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un coût qui reste en deçà du coût annoncé
pour 2030 au niveau fédéral. En 2030, vous le savez, le gouvernement fédéral a annoncé un coût de 170 $ la tonne. Le PIB du Canada serait affecté par ce règlement-là, et donc il y a un estimé qui a été donné d'une baisse du PIB d'au plus 6,4 milliards de dollars, donc vous le voyez, 0,2% du PIB, et donc c'est un estimé qui somme toute marginal. Par contre, au niveau des coûts administratifs, comme vous le voyez, il y a des coûts administratifs qui seront imposés par le programme, autant à l'industrie qu'au gouvernement. L'industrie verrait ses coûts augmenter de 2,8 millions de dollars. Le gouvernement supporterait l'essentiel des coûts administratifs du programme de l'ordre de 85 millions de dollars, donc pour un total de coûts administratifs de 87 millions. Quand vous voyez des coûts administratifs nets, il y a certains éléments de coûts qui seraient, en fait, le programme réduirait certains coûts dans certains contextes, mais évidemment induirait une augmentation des coûts dans la majorité des contextes. C'est essentiellement des coûts de suivi des unités de conformité, des systèmes de gestion des unités de conformité qui sont importants, et des systèmes d'échange, puisque c'est un système parallèle à celui de la tarification du carbone, qui se veut, dans les documents du gouvernement, être en complémentarité avec la tarification du carbone que le gouvernement fédéral a mis en place. Cette tarification du carbone que le gouvernement a mis en place, elle a deux volets. Elle a une volet de redevance sur les carburants, ce qu'on appelle communément la taxe sur le carbone, mais il y a aussi le système de tarification fondé sur le rendement au niveau fédéral. Et ce système de tarification fondé sur le rendement, je vais en reparler un peu plus tard, il s'adresse aux industries. Donc les raffineries qui ne sont pas dans des provinces qui ont leur propre tarification du carbone, comme au Québec, où nous avons au Québec le marché du carbone. Et donc, les raffineries sont sujettes au marché du carbone, mais une raffinerie en Alberta, par exemple, elle sera sujette à ce système de tarification fondé sur le rendement que le gouvernement fédéral a mis en place pour les provinces qui n'ont pas leur propre tarification du carbone. Et évidemment, un des éléments clés qui est visé à travers le RCP, c'est de créer des emplois dans des technologies propres, et que ce soit un incitatif à l'innovation et aux investissements dans les carburants et les technologies propres. Donc, on parle ici essentiellement d'incitatifs pour la production de biocarburants, des biocarburants de nouvelle génération qui pourrait justement, plus on est dans des biocarburants qui ont une empreinte carbone sur leur cycle de vie qui est faible, et bien plus ils vont pouvoir générer de crédits, puisque comme l'a expliqué Christophe, les biocarburants vont générer des crédits en prenant pour compte la différence entre leur empreinte carbone et l'empreinte carbone du produit pétrolier qu'ils remplacent. Et donc cette différence-là qui va générer des crédits carbone ou des unités de conformité à partir d'un producteur. Donc, un producteur de biocarburants, moins il a d'émissions de gaz à effet de serre sur son cycle de vie, eh bien, plus il va pouvoir augmenter son écart avec la référence du produit fossile, et cet écart-là va lui générer des unités de conformité qu'il va pouvoir vendre à un distributeur de combustibles fossiles qui, lui, est l'entité réglementée assujettie qui doit remettre des unités de conformité au gouvernement selon la réduction en intensité qui est demandée par rapport à ces ventes. Donc là, vous voyez certains coûts et certains avantages de complémentarité avec la tarification du carbone. Pour la complémentarité, c'est vraiment parce que ce système de réglementation sur les combustibles propres va ajouter un coût supplémentaire. Ce coût, l'unité de conformité que les distributeurs devront acheter, eh bien, ça va être un coût supplémentaire que ces distributeurs vont devoir assumer, et c'est donc l'équivalent d'une taxe sur le carbone qui est rajoutée. Donc, on parle de complémentarité, mais c'est essentiellement un ajout d'un coût supplémentaire à la tarification du carbone qui est déjà en place. Il y a un grand nombre d'enjeux qui ont été mentionnés dans
par différents acteurs. Et donc, on est passé à travers différents documents de différents acteurs qui ont soulevé différents enjeux. Et donc là, on vous fait un peu un résumé de ces différents enjeux-là, et on va aller un peu plus en profondeur dans certains enjeux spécifiques que nous avons identifiés ou qu'on a voulu creuser un peu plus parce que on a cherché à comprendre en fait ce système-là qui s'ajoute à d'autres mesures sur la tarification du carbone et la gestion des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le premier enjeu qui a été soulevé par plusieurs experts et intervenants, c'est celui de la duplication avec d'autres mesures qui sont déjà en place. Par exemple, le premier point, c'est le manque d'harmonisation avec d'autres mesures. Je vous ai mentionné qu'on avait au Canada, le gouvernement fédéral a mis en place sa tarification sur le carbone qui a deux volets. Le volet 1 qui est de taxe sur le carbone, donc qui est celui dont on parle le plus parce que c'est celui qui est le plus visible et qui touche directement les distributeurs et les consommateurs de produits pétroliers. Mais il y a le deuxième volet qui est en fait un marché du carbone sans plafond d'émissions qui s'appelle le système de tarification fondé sur le rendement et qui s'adresse à l'industrie. Ce système de tarification fondé sur le rendement s'adresse aux industries et c'est un système qui va obliger les industries à réduire l'intensité carbone. Et ce que le RCP fait, c'est qu'il vise à réduire l'intensité carbone des combustibles fossiles. Et le système de tarification fondé sur le rendement vise à réduire l'intensité carbone des industries. Donc, en fait, compte, c'est une certaine duplication, puisque au niveau des raffineries, celles qui vont être soumises à la tarification fondées sur le rendement, elles vont devoir réduire leur intensité carbone et c'est la même chose, c'est le même mécanisme qui leur permettra, avec le premier mécanisme de création d'unités de mesure du RCP, c'est de réduire l'intensité carbone des raffineries pour pouvoir réduire l'intensité carbone des combustibles des carburants qu'ils produisent. Donc, c'est jusqu'à un certain point la création d'un deuxième mécanisme en parallèle qui vise aussi à réduire l'intensité carbone avec une autre administration, celle du système de tarification fondé sur le rendement et d'administration pour le RCP qui visent toutes les deux à réduire l'intensité carbone. Il y a aussi des chevauchements avec certains programmes fédéraux puisque comme Christophe l'a mentionné, il y a les normes de combustible, les normes d'intégration de combustibles, de carburants renouvelables dans les combustibles qui sont déjà là. Et donc, on a déjà des programmes fédéraux qui obligent à mettre des biocarburants dans les carburants fossiles. Et on a aussi des normes d'efficacité des véhicules qui sont là. Et ces normes d'efficacité des véhicules, dont on discute aussi beaucoup par ailleurs, eh bien, elles visent aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a un autre angle d'attaque, mais qui vient s'ajouter à des normes et des règlements déjà existants pour les véhicules et pour les carburants dans les véhicules. Et on a une certaine redondance avec des initiatives provinciales parce que les provinces d'elles-mêmes font aussi certains efforts au niveau des carburants. Au niveau de la Colombie-Britannique, ils ont déjà leur propre système sur les carburants propres. Et au niveau québécois, eh bien, il y a aussi des normes sur le pourcentage de combustible ou de carburants renouvelables dans les carburants que le gouvernement provincial va incessamment bonifier. Mais il existe déjà, on a déjà le programme fédéral qui s'applique au Québec, mais le gouvernement provincial va arriver très prochainement avec sa norme rehaussée. Donc, il y a beaucoup de duplications, ce qui peut se laisser songeur par rapport à la nécessité d'ajouter un nouveau programme, qu'on a déjà des programmes qui s'adressent à ces questions-là. Il y a aussi du côté des distributeurs d'essence et des producteurs de produits pétroliers une préoccupation par rapport aux répercussions commerciales et économiques, par rapport à d'autres concurrents qui ne sont pas soumis à de telles réglementations et qui donc pourraient, jusqu'à un certain point, ne pas avoir la même pression réglementaire au niveau des coûts. Et donc, ça pose certains enjeux de devoir satisfaire tous ces éléments-là, surtout
en termes d'efficience des mesures, quand on sait que c'est rajouter une nouvelle bureaucratie pour des nouvelles unités de conformité qui s'ajoutent, dans le cas du Québec, aux droits d'émission qui doivent être gérés pour le marché du carbone québécois. Pour les autres provinces canadiennes, on a ce système de tarification fondé sur le rendement qui est aussi un marché du carbone, mais pas sans plafond, mais basé sur l'intensité, qui va être un système parallèle. Le gouvernement fédéral va donc gérer deux systèmes de droits d'émission ou d'unités de conformité. Et dans le cas de certaines industries, bien, ça va être des droits d'émission qui vont être différents et non équivalents et sans qu'il y ait de possibilité de transfert d'un endroit à l'autre. Donc, au niveau de l'efficience de ces dispositifs administratifs, il y a probablement lieu de se poser des questions si la multiplication de ces systèmes de droits, c'est pas des droits d'émission, mais d'unités de conformité représentant une tonne de carbone, est-ce vraiment la multiplication des différents types d'unités qui est le plus efficace? C'est probablement en termes d'efficience, la réponse est probablement non. On a aussi des préoccupations au niveau des limites techniques de l'efficience des mesures. Est-ce qu'on pourra avoir assez de biocarburants, assez de biodiesel, d'éthanol produit pour satisfaire à la demande? Je vais apporter quelques éléments de réponse à cette question-là dans la prochaine diapositive, mais il y a des questions, des enjeux là-dessus qui se posent. Évidemment aussi la disponibilité des ressources, parce que pour avoir des biocarburants, il faut avoir de la biomasse, la matière première. Alors oui, nous avons beaucoup de biomasse au Canada, mais encore faut-il qu'elle soit disponible et que ce soit rentable de la transformer. Donc, il y a des opportunités, mais encore une fois, il y a des préoccupations qui sont évoquées de la part de différents acteurs par rapport à cette disponibilité-là. Il y a évidemment la complexité de la mise en œuvre. J'ai déjà évoqué plusieurs éléments de complexité dans les suivis et les différentes mesures et systèmes d'unités de conformité et de comptabilité de ces unités de conformité qui vont être assez fastidieux et coûteux à mettre en œuvre. Pour vous dire la vérité, en lisant cette documentation, j'ai eu régulièrement des maux de tête qui me sont apparus et en me demandant qui pourrait bien comprendre facilement ces différents dispositifs avec ces différents types d'unités de conformité et avec ce qu'on appelle ces mécanismes de fond en fin de conformité, même difficile à prononcer, le mécanisme de fond en fin de conformité. Ce sont, d'après ce que nous comprenons, l'équivalent de crédit compensatoire qu'on pourrait avoir de créer, donc à 350 $ si un organisme assujetti au RCP n'était pas en mesure de trouver des unités de conformité, il pourrait aller dans ces mécanismes de fonds au fond de conformité et payer pour 350 $ un espèce de droit compensatoire s'il y a des tierces parties, donc un promoteur privé qui s'est inscrit dans un programme de financement qui propose d'être financé pour réduire des émissions de gaz à effet de serre quelque part. Et plutôt que de vendre ces réductions-là dans un marché de crédit compensatoire, le vendrait dans le marché des mécanismes de fonds aux fins de conformité. Et donc, ça, avec évidemment, pour les unités assujetties, un maximum de 10% de leurs unités de conformité qui pourraient venir de là. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui ne sont pas forcément faciles à comprendre et à suivre, et d'où les coûts administratifs qui vont être impliqués. Un autre point de préoccupation, c'est le périmètre incomplet de ce système-là, de la réglementation. On va en reparler un petit peu, mais l'efficacité énergétique, par exemple, n'est pas directement touchée par le règlement et la gestion de la demande ne sont pas couvertes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez des mécanismes, une technologie qui rend votre véhicule plus efficace, eh bien, ça ne change rien au fait qu'il va falloir avoir une intensité carbone d'un combustible qui soit plus faible, alors que peut-être que le gain d'efficacité de votre véhicule pourrait suffire à réduire les émissions suffisamment parce qu'on peut avoir des véhicules beaucoup plus efficaces sans forcément passer
pour réduire les émissions sans passer par des combustibles qui sont, eux, à moindre empreinte carbone. Donc, évidemment, l'un et l'autre sont possibles, les deux sont possibles, mais on a dans le RCP, donc on ne touche pas du tout et on n'a pas du tout d'incitatif spécifique pour augmenter l'efficacité énergétique des véhicules, ce qui, en fait, rend au moins le périmètre de cette réglementation-là incomplet. Il peut y avoir, et c'est un petit peu lié aux limites techniques ou la disponibilité des ressources, les impacts environnementaux indirects que la production de biocarburants pourrait induire, donc des impacts non prévus. Il faut quand même mentionner que dans le règlement qui est très exhaustif, il y a des critères d'utilisation des terres et de la biodiversité et que pour qu'un producteur de biocarburants puisse recevoir des unités de conformité dans l'optique de les revendre à un distributeur de carburants fossiles, eh bien, il faut qu'il prouve que les terres qu'il utilise répondent aux critères d'utilisation des terres et de la biodiversité qui sont inclus dans le règlement. Donc, ça vise évidemment à protéger une utilisation abusive du territoire pour créer des biocarburants qui auraient pu générer des unités de conformité, mais en détruisant ou en ayant des impacts environnementaux problématiques. Donc, les producteurs de biocarburants devront satisfaire à ces critères d'utilisation des terres et de la biodiversité. Ça crée évidemment un niveau de surveillance supplémentaire et un niveau donc de coût administratif supplémentaire puisqu'il faudra homologuer les producteurs de biocarburants par rapport à leur usage du territoire pour savoir s'ils satisfont à ces critères d'utilisation des terres et de la biodiversité. Et nous allons être très francs avec vous, là, nous n'avons pas été dans le détail de quels sont ces critères-là d'utilisation des terres et de la biodiversité parce qu'en eux-mêmes, ces critères-là sont des critères complexes à établir, tout comme pour l'analyse, les outils de cycle de vie qui permettent d'établir le contenu en carbone par mégajoule d'un carburant, mais il y a un ensemble d'analyses de cycle de vie qui sont menées et tous les protocoles sur le cycle de vie ne sont pas encore mis en place, mais Environnement et Changement climatique Canada travaillent fort pour justement mettre en place ces protocoles d'analyse de cycle de vie pour pouvoir établir justement de façon la meilleure possible le contenu carbone par mégajoule des carburants, des biocarburants. Parlons un petit peu de deux enjeux spécifiques qu'on voit comme étant problématiques avec des exemples un peu plus concrets pour essayer de rendre concret ce règlement. Donc, si on parle, comme le disait Christophe, pour l'essence, on est aujourd'hui à 96 grammes d'équivalent CO2 par mégajoule d'essence et l'objectif pour 2030, c'est de descendre cette intensité à 84 grammes, donc de réduire de 12 grammes par mégajoule l'intensité carbone de l'essence. Si on passait par l'éthanol, l'éthanol a une intensité carbone de 49 grammes par mégajoule. Donc, vous voyez la différence, la différence entre le 84 et entre le 96 et le 49, eh bien, c'est cette différence-là entre le 96 et le 49, et au fil du temps, entre le 84 et le 49, c'est ce différentiel-là qui va permettre aux producteurs d'éthanol de générer des unités de conformité que les distributeurs d'essence vont pouvoir acheter. Et donc, si on voulait se conformer, si les distributeurs d'essence voulaient se conformer à la réduction en 2030 à travers de l'éthanol, eh bien, il faudrait qu'ils mettent plus de 26% d'éthanol dans l'essence pour réduire leur intensité carbone, faire passer la moyenne de 96 à 84. Donc, si on faisait, étant donné qu'on est à 49, donc vous prenez 96 et vous rajoutez de l'éthanol à 49 grammes par mégajoule, et là, d'un point de vue technique, on fait une hypothèse simplificatrice que 1 litre d'essence et 1 litre d'éthanol sont équivalents, mais ils ne sont pas équivalents. Donc, c'est pour ça que je marque plus que 26% d'éthanol, parce que dans 1 litre d'éthanol, il y a un contenu énergétique moindre, mais on va mettre cette hypothèse-là, pas cette hypothèse-là, on va mettre cette réalité-là de côté. On fait l'hypothèse qu'un litre d'essence et 1 litre d'éthanol ont le même contenu énergétique. S'ils ont le même contenu énergétique, vous mélangez les deux pour arriver à 84 grammes de CO2 par mégajoule, il faudrait que vous ayez 26% d'éthanol dans l'essence. Évidemment, nos véhicules aujourd'hui ne peuvent prendre que
d'éthanol étant donné les caractéristiques de leur moteur, un moteur de véhicule qu'on trouve en général sur les routes canadiennes ne peut accepter qu'un maximum de 15% d'éthanol. Et donc, si on avait le 15% d'éthanol, ça nous prendrait 6,6 milliards de litres d'éthanol au Canada pour répondre à cette exigence-là de diminuer la teneur en carbone de notre combustible fossile. 6,6 milliards de litres d'éthanol, c'est beaucoup plus, en fait, c'est 3 fois plus que 3 fois plus que la production canadienne d'éthanol en 2018. En 2018, le Canada a produit 1,9 milliard de litres d'éthanol. Là, les 1,9 GL que vous voyez, c'est la production canadienne. Donc, on est très, très, très loin d'être aujourd'hui en mesure de produire assez d'éthanol au Canada. On consomme en fait au Canada 3,2 milliards de litres d'éthanol, donc on en importe aujourd'hui. Et là, cette exigence-là de mettre des biocarburants dans l'essence essentiellement, mais aussi dans le diesel, eh bien, ça augmente le marché ou ça crée un marché pour l'éthanol, mais les producteurs canadiens ont de la peine à faire augmenter leur production. Dans un contexte québécois, au Québec, simplement, on produit moins de 2 millions de litres d'éthanol par année. Donc, pas de 2 millions, 200 millions, pardon. On produit moins de 200 millions de litres d'éthanol par année. C'est Greenfield Global qui est le principal producteur d'éthanol québécois. Mais donc, imaginez au Québec 200 millions, la capacité de production d'éthanol augmente au Québec. Il y a plusieurs projets, Enerkem, Greenfield Global et d'autres ont des projets d'augmenter leur production d'éthanol. Mais il y a déjà du rattrapage à faire. Et déjà, les normes québécoises et canadiennes sur la teneur en carburant renouvelable sont déjà en augmentation. Donc, on a déjà des incitatifs pour augmenter et du rattrapage à faire au niveau canadien. Je passe à un deuxième enjeu qui est celui des véhicules électriques parce que les véhicules électriques seront une source d'unité de conformité. Et par exemple, au Québec, on aurait en 2030, selon le plan québécois, 1,5 million de véhicules électriques pour les Québécois. Et donc ça, c'est 1,5 million de véhicules électriques au Québec. Ils pourraient générer, en fait, ils généreront vraisemblablement 5,5 millions d'unités de conformité. Quand on regarde les besoins canadiens pour l'essence en 2030, il faudrait 18 millions d'unités de conformité. Donc, on aurait un gros apport d'unités de conformité par la recharge électrique. Et là, le paradoxe ici, c'est que ces 1,5 million de véhicules électriques au Québec, ils sont prévus indépendamment du RCP et vont venir générer des unités de conformité en assez grand nombre en bénéficiant du RCP, mais sans qu'il soit nécessaire, sans que les RCP soient nécessaires pour qu'on ait cette électrification-là. Donc, on va avoir un apport d'unités de conformité de la part des véhicules électriques et des véhicules au gaz naturel et des véhicules à hydrogène, si on en a 50 au Québec, mais peut-être plus dans les années à venir, qui vont venir ajouter des unités de conformité sans pour autant venir réduire l'intensité carbone des carburants, parce que on s'entend que c'était des unités de conformité, contrairement aux biocarburants qui viendront être mélangés. Ici, c'est des unités de conformité qui vont arriver et qui ne vont rien changer à l'intensité carbone de l'essence. Simplement, le distributeur d'essence va pouvoir acheter ces unités de conformité sans, en aucune mesure, réduire son intensité carbone des carburants. Donc, on va avoir cet enjeu un peu paradoxal d'unités de conformité disponibles qui vont permettre de ne pas réduire l'intensité carbone des carburants fossiles parce que ça se fait en parallèle. Si jamais, selon un scénario de la firme EY, on avait 13 millions de véhicules électriques au Canada en 2030, eh bien, ça créerait 39 millions d'unités de conformité. Donc ça, c'est des scénarios très optimistes et je ne prétends pas qu'ils vont se réaliser, mais c'est des scénarios que la firme EY a considérés comme suffisamment plausibles pour au moins en discuter. Et donc, si on avait ce 13 millions de véhicules électriques au Canada, on aurait énormément d'unités de conformité qui seraient mises sur le marché.
Et ça, qu'est-ce que ça ferait? Ça noierait le prix des unités de conformité et donc la valeur des unités de conformité qui initialement doit venir bénéficier à l'innovation et pour les biocarburants, cette valeur-là, elle disparaîtrait puisqu'on aurait une surabondance d'unités de conformité. Et donc, on aurait encore une fois une situation paradoxale où l'électrification viendrait nuire aux biocarburants parce qu'il viendrait créer une surabondance d'unités de conformité. Et c'est le genre de nuisance qu'on ne veut pas créer dans le marché parce qu'on veut au contraire avoir les deux et supporter les deux. On veut que l'électrification et les biocarburants viennent décarboner le Canada et ne soient pas en confrontation. Mais malheureusement, étant donné la possibilité de créer des unités de conformité dans le secteur électrique, eh bien, ça va venir augmenter la disponibilité des unités de conformité et réduire la valeur de ces unités de conformité. D'ailleurs, la valeur de ces unités de conformité d'ici 2027 risque d'être assez basse, puisque vous voyez ici, ça c'est un graphique qui vient des analyses du gouvernement canadien, donc qui vient en fait de l'étude d'impact de la réglementation sur les combustibles propres, où on a vous voyez un surplus de crédits. En bleu, c'est les crédits qui sont créés et en rouge, c'est les crédits qu'on anticipe d'être requis. Et donc, jusqu'en 2027, le gouvernement canadien anticipe une surabondance de crédits d'unités de conformité dans le marché. Et donc, si on a une surabondance d'unités de conformité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de ces unités va être diminué pour autant, parce que quand vous avez une abondance de l'offre, eh bien, le prix, évidemment, se trouve très bas. Un petit peu comme on a dans le marché du carbone québécois et californien, une grande abondance d'unités de droits d'émission qui sont mis en banque, et donc on a un prix qui est proche du prix plancher. Dans le cas du RCP, il n'y a pas de prix plancher, et l'absence de prix plancher va faire en sorte que la surabondance initiale de crédit va faire en sorte que le prix risque d'être très, très bas pour ces unités de conformité et que finalement, les producteurs de biocarburants ne vont même pas bénéficier d'une haute valeur de ces unités de conformité, étant donné la surabondance des unités de conformité. Et si on arrive en 2030 avec une électrification des transports au-delà de nos espérances et qui génère beaucoup d'unités de conformité, eh bien d'ici 2030, on pourrait avoir tellement d'unités de conformité de l'électrification que, encore une fois, se passerait ce que j'ai décrit un petit peu auparavant, une suroffre d'unités de conformité qui ferait en sorte qu'on aurait un prix très bas. Des autres enjeux spécifiques que j'ai déjà mentionnés, c'est que évidemment le RCP ne fait aucune place au principe fondamental de la mobilité durable, qui est celui de réduire les besoins en mobilité, transférer vers des modes de transport comme le transport en commun, le transport ferroviaire, le transport maritime, des transferts modaux qui sont moins énergivores et moins émetteurs, et d'améliorer. Donc, sur la section amélioration, il peut y avoir une amélioration, mais au niveau des combustibles, mais on n'a pas de réduction du besoin en transport ni de transfert modal, qui sont les fondements même de la mobilité durable. Et donc là, c'est vraiment un angle mort du RCP. Et ça ne réduit pas, comme je le mentionnais un petit peu précédemment, l'efficacité des véhicules n'est absolument pas touchée par ces aspects-là. Et donc, ça laisse de côté cet aspect-là. Donc, pour conclure et passer aux questions, le RCP est un ajout à d'autres initiatives. On a déjà beaucoup d'initiatives, notamment la taxe fédérale sur le carbone qui va atteindre 170 $ la tonne en 2030. Et cette taxe-là est jugée suffisante pour atteindre la cible de 2030 par plusieurs personnes, notamment le bureau du Parlement canadien qui a fait des analyses pour justement dire qu'à 170 $ la tonne, ça permettrait d'atteindre les cibles, la cible de moins 30%, pas la cible de moins 40% qui est plus récente. Il y a aussi des règlements sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles. Il y a des subventions aux incitatifs aux technologies propres. Le gouvernement a annoncé 1,5 milliard pour le fonds pour les combustibles à faible émission de carbone et de zéro émission. Donc, en fait, les producteurs de biocarburants vont avoir une cagnotte de 1,5 milliard $ dans laquelle ils vont pouvoir piger pour les aider à créer des installations de production de biocarburants. C'est déjà là et c'est indépendant du RCP. Et alors, ça nous amène, je vais revenir aux 2 points ici, mais ça nous amène au
au dernier point ici, la performance du RCP va être très complexe à évaluer parce qu'on a tellement de différents mécanismes en parallèle qu'on ne va pas savoir si en bout de ligne, les biocarburants, est-ce qu'ils sont aidés par le RCP ou ils ont été aidés par le 1,5 milliard du gouvernement fédéral, en notant que le RCP amène vraiment de l'argent avec les unités les unités de conformité parce que, eh bien, on aura peut-être une surabondance d'unités de conformité. Donc, si on revient au point précédent, on aura un système complexe et peut-être superflu. Si l'électrification des transports fonctionne très bien, le système sera essentiellement superflu puisqu'on aura une intensité carbone de 0 dans les carburants si on a électrifié nos transports. Si on a, donc jusqu'à un certain point, c'est un petit peu dommage de mettre un règlement qui sera complexe, comme vous l'avez peut-être saisi, et superflu. Et ultimement, ça c'est le deuxième point ici, ultimement, il y aura en fait peut-être pas de réduction d'intensité carbone des combustibles fossiles parce que toutes les unités de conformité qui sont achetées à travers différents mécanismes, notamment la vente d'électricité, le gaz naturel ou d'autres énergies à faible intensité carbone, eh bien, vont peut-être faire en sorte que les raffineries vont pouvoir continuer à vendre des carburants fossiles avec la même intensité carbone parce qu'ils auront acheté des droits, des unités de conformité sur le marché générées dans d'autres secteurs. Et donc, il y aura concrètement des combustibles fossiles qui auront exactement la même intensité carbone qu'auparavant. Donc, ça conclut un petit peu notre présentation. Il nous reste 10 minutes pour des questions. Vous pouvez évidemment télécharger le rapport et même les diapositives qu'on vient de vous présenter sur le site que vous voyez ici. Je tiens à remercier tous nos partenaires de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de nous soutenir. Donc, vous les voyez mentionnés ici. Et j'invite Christophe à revenir parmi nous et on va répondre aux questions. Il y en a certaines donc, qui sont mentionnées. Et donc, je vais prendre celle de Guy Pardiac. Donc, Christophe répond peut-être à la question de Guy Pardiac, qui était de donner un exemple d'application concrète. Tu es en sourdine, là, oui. Je pense qu'en fait, tu en as donné par la suite et M. Pardiac était satisfait. OK. Bon. Alors, on a Daniel Boudreau qui demande est-ce que les ACV seront aussi utilisés dans le type de fourniture? Donc, il y a des réponses qui ont été données ici. Alors, attendez, alors c'est un peu difficile de revoir quelles questions étaient utilisées ou pas. Donc, je vais prendre des questions plus récentes, comme ça, on va voir. Elias Boutstros nous demande si on met le mécanisme d'unité de conformité de côté, vous ne pensez juste que le fait d'inciter les raffineurs à réduire leur intensité carbone n'est pas une bonne chose? Donc, les raffineurs aujourd'hui, ils ont des incitatifs pour réduire leur intensité carbone. Au Québec, ça s'appelle le SPED, le marché du carbone est un incitatif direct à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le marché du carbone. Et dans les provinces qui n'ont pas le marché du carbone, les raffineurs sont sujets au système de tarification fondé sur le rendement. Et donc, ils ont un incitatif à réduire leur intensité carbone. Donc, même si on mettait ce mécanisme d'unité de conformité de côté, les raffineurs ont déjà des incitatifs pour réduire leur intensité carbone. Alors, le mécanisme, le RCP, n'est pas fondamental là-dessus. Frédéric Picard demande est-ce que la production d'hydrogène vert pour combustion, production de chaleur en remplacement du gaz naturel permettra de produire des crédits? La réponse est oui. Parce que c'est la production d'hydrogène vert, si elle va directement dans la raffinerie, elle va réduire l'intensité carbone du raffineur et va donc produire des crédits, des unités de conformité. Et si on injecte l'hydrogène est injecté dans le réseau, là, on arrive à une réduction de l'intensité carbone des combustibles gazeux
et cette réduction de l'intensité carbone des combustibles gazeux, comme l'a expliqué Christophe, est effectivement source d'unités de conformité qui peuvent être revendues sur le marché. Et Pierre-Olivier, sur celle-là, j'ai vu qu'il y avait une autre question sur le GNR et la limite de 10% en fait, de production des unités de conformité. C'est vraiment pour l'ensemble des combustibles gazeux, donc que ce soit du gaz naturel conventionnel ou alors, comme tu disais, un blend avec de l'hydrogène ou alors du GNR. Il y a toujours ce cap à 10%. Oui. On ne pourra pas aller au-delà. Merci. Roger Constantin demande, est-ce que pour les véhicules électriques, on tient compte des GES produits dans la fabrication des batteries? On le fait pour le carburant fossile via l'analyse de cycle de vie. Alors, c'est une bonne question. Je ne crois pas que la production, les émissions liées à la production de batteries soient prises en compte. Mais par contre, ce qui est pris en compte, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie de la production d'électricité. Et donc, si quelqu'un recharge sa voiture électrique au Québec, eh bien, il y aura un petit contenu carbone de l'électricité québécoise qui est plus petit que le contenu carbone de l'électricité en Alberta. Et donc, recharger sa voiture en Alberta, et sa voiture électrique en Alberta va générer moins de crédits compensatoires, pas de crédits compensatoires, mais moins d'unités de conformité que la recharge au Québec, puisque le contenu énergétique, le contenu carbone de l'électricité québécoise est moindre que celui de l'Alberta. Donc là, ça c'est pris en compte, mais pas, à ma connaissance et ma compréhension, pas la construction des batteries. Ouais, je confirme, Pierre-Olivier, là, dans le règlement, on parle du mix électrique par province et par territoire. Donc, on va aller rechercher l'intensité en carbone du mix électrique dépendamment des systèmes de production. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Julien Chehad demande, en théorie, si les producteurs de carburants fossiles sont capables d'atteindre 12% de réduction de GES, la valeur des unités de conformité tombe à zéro puisqu'ils ne seront pas utilisés. Et c'est une bonne compréhension, c'est un scénario plausible. Effectivement, si une raffinerie était capable de réduire de 12%, de 12 grammes, pas de 12 grammes, l'intensité carbone de son combustible fossile, par exemple en mettant de l'hydrogène propre ou en augmentant l'efficacité énergétique du processus de raffinage, eh bien oui, il générerait lui-même ces unités de conformité, il n'aurait pas besoin d'aller en chercher ailleurs, et donc en fait, le marché d'unités de conformité serait de zéro. Ceci dit, c'est peut-être très difficile à atteindre pour les raffineries d'avoir l'équivalent grosso modo de 12% de gain d'intensité carbone, puisque les raffineries sont déjà très au fait des gains d'efficacité énergétique et de réduction des émissions qu'ils peuvent faire. Donc, ça se peut que ce soit difficile d'aller les chercher. On peut aller en chercher, ça se peut que ce soit difficile. Et donc, je crois que c'est peu plausible que les raffineries puissent vraiment réduire dans leur processus même leurs émissions suffisamment pour ne pas devoir aller chercher des unités de conformité ailleurs. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande si on a regardé les exemples du RCP en Colombie-Britannique et en Californie. Ils sont complexes, mais le mieux est l'ennemi du bien en ce domaine. C'est extrêmement difficile politiquement et juridiquement de diminuer les émissions dans le domaine des transports. Donc, on a regardé rapidement les RCP, les Low Carbon Fuel Standards de Californie et d'ailleurs, dans notre revue de littérature, on a regardé différentes analyses et on voit qu'effectivement, ils fonctionnent là-bas. Alors, le mieux est l'ennemi du bien. Je ne sais pas comment l'interpréter. Si dans ce cas-là, c'est en faveur de ces RCP ou en défaveur des RCP. Moi, je pense qu'en voulant parfaire dans le secteur du transport, en voulant rajouter un mécanisme, donc en voulant perfectionner la lutte contre les changements climatiques, en rajoutant un mécanisme, là, on essaie justement de rendre les choses tellement meilleures qu'on complexifie et on donne des mots de tête et on perd en efficacité plutôt que d'agir sur les outils qui sont déjà en place et de s'assurer que ces outils en place fonctionnent. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai l'impression qu'on va plus perdre en focus en multipliant les outils que de se concentrer sur des outils
qui fonctionne. Mais vous avez raison, c'est très difficile en transport de réduire les émissions. Puis on avait une question sur est-ce qu'on ne serait pas mieux de mettre la vitesse supérieure sur la tarification du carbone, et je pense que ça fait un peu le lien avec ça. Tout à fait. C'est une manière détournée d'augmenter la taxe sur le carbone. C'est en fait cette idée de complémentarité qui est mentionnée par le gouvernement en disant c'est complémentaire à la taxe sur le carbone, mais c'est complémentaire dans le sens où ça rajoute un coût sur le carbone. Et donc, pourquoi, étant donné que ça rajoute un coût sur le carbone, pourquoi ne pas simplement miser sur l'outil principal qui est le coût sur le carbone et malgré tout faire, si c'est nécessaire, des subventions comme le gouvernement le prévoit, des subventions pour les biocarburants et les carburants à zéro carbone, le 1,5 milliard qui a été mentionné. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas le temps de répondre. Malheureusement, on va en prendre connaissance. On est arrivé au bout de notre heure. Je vous remercie beaucoup pour cette participation. Christophe, est-ce que tu as un mot supplémentaire à faire? Tu peux prendre une minute si tu veux pour répondre à une question ou rajouter quelque chose. Non, mais je remercie tout le monde. Puis effectivement, si vous voulez aller voir le rapport, on a tenté de faire une synthèse de ce règlement qui est, comme l'a dit Pierre-Olivier, qui est très complexe. Donc, on vous épargne le fait de passer à travers l'ensemble du projet de règlement. Je pense que c'est un bon premier pas. Après, il y aura sûrement des suites à donner, puis notamment quand le règlement définitif va être publié à la fin de l'année, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui évoluent. On sait que Environnement Canada discute avec pas mal de parties prenantes. Il y a peut-être des points qui vont évoluer d'ici là, donc on fera peut-être un webinaire d'ici là. Donc, nous vous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Au revoir.